J'aimerais qu'on parle aujourd'hui du nombre pi. Je vous le demande sincèrement, est-ce qu'il existe une constante plus culte que pi dans les mathématiques? Depuis des milliers d'années, il intervient dans toutes sortes de problèmes, que ce soit du calcul intégral, du calcul de trajectoire, de l'étude de série. C'est presque devenu difficile de pas le croiser, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est défini, comme vous le savez de façon assez curieuse, comme étant la circonférence d'un cercle de diamètre 1. Bon, pourquoi pas. Maintenant, quelle méthode je peux employer pour en calculer une valeur? C'est bien beau d'avoir une constante, mais si je sais pas combien ça vaut, je vais pas aller loin dans les calculs. On va s'y prendre naïvement dans un premier temps. Supposons que j'ai une roue d'1 mètre de diamètre. Je pars d'un endroit, je lui fais faire exactement un tour, et je m'arrête. Logiquement, j'ai parcouru la circonférence de la roue en mètres, donc j'ai parcouru pi mètres. Bon bah nickel, je mesure la distance au sol entre le point de départ de la roue et son point d'arrivée, et je devrais avoir une valeur de pi. Bon alors, je viens de mesurer, et je trouve 3,14 m. Bah nickel, c'était pas la peine d'en faire tout un plat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, on arrête de faire n'importe quoi. Certes, la méthode n'est pas mauvaise, mais elle n'est certainement pas précise. Déjà, je suis limité par mon mètre ruban parce que je suis précis qu'à 1 mm près. Ensuite, peut-être que mon sol il est pas parfaitement plat, peut-être que ma roue présente des défauts. Il y a l'erreur humaine aussi, que ce soit en mesurant ou en faisant rouler la roue. Tous ces facteurs d'incertitude réunis sont susceptibles de fausser mon résultat. Alors peut-être que je peux compenser ça en réitérant plein de fois l'expérience, en augmentant la distance parcourue, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, je vais être bridé au niveau de la précision. Pour rappel, pour ceux qui dormaient au front, pi est irrationnel. Ça veut dire que son développement décimal, c'est le chaos. Et si je veux seulement 12 pauvres décimales avec ma méthode naïve des stats et mon mètre ruban, ben ça risque de prendre quelques siècles. Et j'ai peut-être mieux à faire de ma vie, je sais pas. Du coup, on va changer de méthode. Des Babyloniens jusqu'à Al-Kashi au 15e siècle, on a pas mal pataugé. Les méthodes étaient essentiellement géométriques, logique, tu vas me dire, on part d'un cercle. Mais quand même, avec la suite des polygones d'Archimède, au bout de 3500 ans, Al-Kashi parvient à calculer, roulement de tambour, mesdames et messieurs, 14 décimales. Ok, on se laisse pas abattre, on avance de 170 ans dans le temps. Ludolf van Collen, mathématicien allemand, vous ne le connaissez peut-être pas, il va reprendre la méthode d'Archimède à sa sauce. Il va consacrer 25 ans de sa vie au décimal de pi. Un travail titanesque d'un quart de siècle. Il a utilisé un polygone à 2 puissance 62 côtés. Ce n'est pas une blague. Un dévouement tel qu'il demandera qu'on inscrive le nombre pi sur sa tombe. Je ne rigole pas, c'est dans son testament. Il était obnubilé par cette constante, vous ne vous rendez pas compte d'à quel point. Mesdames et messieurs, après plus de 2 décennies de dur labeur, des millions de papiers griffonnés, on arrive à 35 décimales. Bon, on a dû louper un truc, c'est pas normal de galérer autant. Remontons le temps si vous voulez bien, on va prendre un autre angle d'attaque. Qui dit cercle dit géométrie, et ça tombe bien, depuis des temps immémoriaux, on connaît les séries géométriques. Je pars d'un nombre x, par exemple un demi, et je décide de le sommer avec ses puissances successives. Comme leur nom l'indique, ces séries sont la plupart du temps représentables géométriquement, voilà, ça fait des jolis problèmes de remplissage, et c'est ça qui constitue véritablement le point de départ des séries. Et après, on est arrivé au XVIIe siècle, naissance du calcul infinitésimal. On commence à manipuler des séries avec des formes plus générales, et on va développer tout un arsenal d'outils inédits. Newton, qui est un des pionniers du calcul infinitésimal, il va les utiliser quasi systématiquement, tant c'est puissant dans le domaine de la physique. Et après est venu le XVIIIe siècle, Cauchy et Abel vont formaliser toute la théorie autour de ça, ils vont définir des critères de convergence, etc. Vous connaissez l'histoire. Revenons un peu en arrière, on est en Allemagne, fin du XVIIe siècle. Gottfried Leibniz, lui aussi pionnier du calculus, va faire une découverte majeure. Calculer des arctangentes, à l'époque, en dehors des valeurs caractéristiques, c'est une galère. Pas d'ordinateur, certes on a des formules d'angle double ou des formules d'addition, mais rien de concrètement révolutionnaire. Un jour, il décide de partir de la fameuse série géométrique, et il commence à faire des substitutions. Donc voilà, je vous réécris la formule d'une série géométrique. Leibniz, il commence à se dire, tiens, bah si je remplaçais x par moins x, par exemple. On obtient un nouveau développement en série, pas trop différent du premier, si ce n'est un facteur moins 1 puissance n qui apparaît. C'est ici que naît la première série alternée. Alors, rien de fantastique, mais bon, c'est déjà ça. Deuxième substitution, si je remplaçais x par x carré. Pourquoi pas? Ouais, alors la puissance n devient une puissance 2n, bon, il n'y a rien de très transcendant là-dessus. Et là, éclair de génie. Il se dit, mais pourquoi j'intégrerais pas entre 0 et t, avec t un réel quelconque? À gauche, votre intégrale se calcule très bien, et est aujourd'hui usuelle, ça donne tout simplement l'arc-tangente. Je ferai pas le détail ici, mais il suffit de poser x égale tangente de u, et normalement vous vous en sortez comme des chefs. De l'autre côté, j'intègre terme à terme en faisant une interversion série intégrale. Et voilà, je me retrouve avec un développement en série de l'arc-tangente. James Grigori, il avait trouvé ce résultat quelques années plus tôt. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs on appelle ça plutôt la série de Grigori. Mais sachez que les deux n'étaient pas en contact, donc vraisemblablement Leibniz ne l'a pas plagié. Maintenant, encore plus fort que ça. Si vous remplacez t par 1, d'un côté vous obtenez pi sur 4, de l'autre vous avez une série alternée qui s'exprime très bien, et ça vous donne tout simplement la formule de Leibniz. Une des expressions de pi parmi les plus simples et les plus élégantes que vous pouvez écrire. Attends, mais c'est incroyable, pi c'est juste ce truc, ça veut dire. C'est trop facile à calculer du coup. Évidemment, il y a un vice, mais où est-il? Alors certes, la formule est super jolie, mais sa vitesse de convergence, en sommant 1 million de termes, on n'a que 5 pauvres décimales correctes. Je vous jure que ma grand-mère au marché est plus rapide. Et pourtant elle est morte. La seule façon
d'accélérer la convergence de ce genre de formules et fatalement de les rendre exploitables, c'est d'avoir un t le plus proche possible de 0. Effectivement, plus t est proche de 0, plus la série converge rapidement. C'est souvent pour ça qu'on parle de développement 0 d'ailleurs. Plus on est proche de 0, plus c'est précis par construction. Et avec ce constat, le mathématicien anglais John Mackin va réaliser un coup de maître. On en a parlé tout à l'heure, on a des formules pour les arctangentes. On a notamment une formule intéressante qui permet de faire de la découpe d'angle. On suppose que si x et y sont deux réels tels que l'arctangente de x plus l'arctangente de y est inférieur à pi sur 2, alors on a cette égalité. Pour ceux qui touchent pas trop à la trigo, cette formule peut paraître horrible. Mais sachez qu'elle est très naturelle. Voyons donc voir d'où ça vient. On a, pour la tangente, une formule d'addition. Elle se déduit évidemment du fait que tangente c'est sinus sur cosinus, et ensuite vous appliquez respectivement les formules d'addition de sinus et de cosinus. Mais on a aussi que tangente restreinte à moins pi sur 2 et l'arctangente sont réciproques l'une de l'autre. Il suffit de le voir sur le graphe, on a bien une symétrie à la droite d'équation y égale x. En d'autres termes, pour tout x réel, j'ai tangente de l'arctangente de x qui vaut x. Et pour tout x appartenant à moins pi sur 2, j'ai arctangente de tangente x qui vaut x. Attention, si vous ne restreignez pas la tangente à cet intervalle ouvert, la deuxième égalité ne fonctionne plus. Vous prenez par exemple x égale pi, arctangente de pi, ça ne fait certainement pas pi. Parce que tangente de pi, ça vaut 0, et l'arctangente de 0, c'est 0. Donc voilà, vraiment, faites attention. Bon, on a toutes les clés en main pour construire notre formule de découpe. Il suffit de voir que tangente de arctangente x plus arctangente de y vaut, d'après la formule 1, tangente arctangente x plus tangente arctangente de y, le tout sur 1 moins tangente arctangente x, tangente arctangente de y. On peut évidemment simplifier drastiquement le membre de droite avec la formule 2, je le fais tout de suite, et fatalement du coup on y voit un peu plus clair. Je passe à l'arctangente de chaque côté. À gauche, truc immonde, à droite, exactement ce qu'on veut. Et à gauche, on peut utiliser la formule 3, parce que, rappelez-vous, d'après les hypothèses, on peut faire fonctionner cette formule. Et on obtient ce qu'on veut, on est super content. Mais alors, à quoi ça sert? Parce que je parle de formule de découpe d'angle depuis tout à l'heure, mais visuellement, bah, ça ressemble à rien. Quand un truc ne ressemble à rien, systématiquement, il faut essayer de lui apporter du visuel. Revenons à la base des bases. L'arctangente de 1, ça vaut pi sur 4. Ce que je dis pas, c'est que d'un point de vue géométrique, c'est des radians. On parle de pi sur 4 radians. C'est-à-dire que l'arctangente de 1, ça correspond à un angle de 45 degrés. On dessine du coup un angle de 45 degrés. J'ai une infinité de façons de découper cet angle. J'ai un choix libre, mais de préférence, j'aimerais couper cet angle de façon à ce que ce soit pas trop complexe. Si je peux choisir une droite de coupure qui passe par pas mal de points de coordonnées entières, ça me faciliterait la vie dans la mesure où si je dois appliquer Thalès, je vais avoir des trucs pas trop compliqués. Alors d'accord, on va choisir arbitrairement le point de coordonnées 3, 1, et on va faire passer la droite de coupure par ce point. Je me retrouve du coup avec deux angles alpha et bêta. Maintenant, pourquoi le choix que j'ai fait me facilite la vie? Depuis le collège, la tangente, on sait la calculer. C'est côté opposé sur côté adjacent. En particulier, la tangente d'alpha, c'est 1 sur 3. Donc alpha, c'est arctangente de 1 tiers. Et bêta, si vous êtes observateur, on monte de 2 diagonales, côté adjacent, et on descend d'une diagonale, côté opposé. Bêta, ça vaut donc arctangente de 1,5. Mais les valeurs associées aux angles, ça se somme très bien. Je veux dire, j'ai alpha plus bêta qui vaut 45 degrés, par construction, on a juste découpé. Du coup, ça veut dire que l'arctangente d'1,5 plus l'arctangente de 1 tiers, ça vaut arctangente de 1, ce qui est bien entendu pi sur 4. Ça ressemble curieusement à notre formule de tout à l'heure quand même, avec x égale 1,5 et y égale 1 tiers. Et c'est pour ça que j'appelle ça une formule de découpe d'angle. Parce que c'est exactement ce que ça fait. Dire qu'une arctangente est égale à deux autres arctangentes, c'est exactement dire qu'un angle, une fois coupé et peu importe la manière, bah ça donne deux angles. Là où cette formule est doublement utile, c'est déjà qu'elle nous donne une recette de découpe, et qu'en plus, on peut faire autant de découpes qu'on veut. Plus c'est découpé, plus les angles sont petits, et plus les angles sont petits, plus on va avoir une convergence rapide de la série. Et John Mackin, il avait compris ce truc-là. Il fallait des angles très fins pour prétendre à une convergence suffisamment véloce et pouvoir calculer efficacement les décimales de pi. Alors du coup, 1,5 et 1 tiers, c'est pas mal. Mais autant essayer avec des angles plus petits, non? Genre 1/5, ça me paraît raisonnable. Imaginons, je prends 2 fois l'arctangente de 1/5 dans un premier temps. Alors ça, c'est arctangente de 1/5 plus arctangente de 1/5. J'applique ma formule, ça vaut donc arctangente de 1/5 plus 1/5 sur 1 moins 1/5 au carré, c'est-à-dire arctangente de 2/5 sur 24/25. Et finalement, je me retrouve avec arctangente de 5/12. C'est presque la moitié de mon angle de 45 degrés. Bon bah, je vais essayer de le doubler du coup. Je prends du coup pour doubler 4 arctangentes de 1/5 cette fois-ci. Ça vaut bien entendu 2 arctangentes de 5/12. Ça, c'est arctangente de 5/12 plus arctangente de 5/12. Ma formule est applicable. J'ai donc arctangente de 5/12 plus 5/12 sur 1 moins 5/12 au carré. C'est-à-dire arctangente de 10/12 sur 119 144e. Je simplifie, j'ai finalement arctangente de 120 sur 119. Merde, presque l'arctangente de 1. J'ai juste un infime morceau en trop. Vous vous rendez compte, j'ai un 119e en trop? Attendez, ça la
fout mal. Il faut qu'on réussisse à retirer ce truc-là. Je prends mes 4 arctangentes de 1/5 auxquels je soustrais pi sur 4. De cette manière, il me restera que l'infime morceau en trop. Ça me permettra de l'identifier. Ça vaut donc arctangente de 120 119e moins l'arctangente de 1. Le moins me gêne. Heureusement, l'arctangente est une fonction impaire. Du coup, je peux rentrer le moins à l'intérieur. Et du coup, ma formule devient applicable. Je l'applique brutalement. J'obtiens arctangente de 1 119e sur 230 119e. Donc finalement, arctangente de 1 sur 239. Ce qui veut dire que si j'interchange pi sur 4 et arctangente de 1 sur 239, je me retrouve avec une expression de pi tout à fait délicieuse. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la formule de John Mackin. Si on se souvient de lui comme d'un excellent professeur d'astronomie au Gresham College, sachez que son plus grand coup de génie du point de vue mathématique fut cette expression du nombre pi. À seulement 20 ans, alors que tout le monde galérait à calculer 30 pauvres décimales, lui, il venait d'en calculer 100 avec cette formule. Ça a été le premier de l'histoire à calculer les 100 premières décimales de pi, et toutes étaient correctes. Pour ça, il a utilisé le développement en série de l'arctangente qu'on a vu tout à l'heure, et étant donné que les angles sont petits, ça converge super bien. J'ai pas fait le calcul à la main, hein. J'ai utilisé Python, j'avoue, j'ai triché, voilà, je peux être coupable, mais il suffit de calculer seulement les 8 premiers termes du développement en série pour avoir les 12 premières décimales du nombre pi qui sont bonnes. Par rapport au dévouement de Van Collen, c'est presque insultant d'à quel point c'est efficace comme formule. Sa méthode, elle est géniale, elle est révolutionnaire, et ça a inspiré toute une famille de formules pour calculer le nombre pi. Encore récemment, avec des formules contenant des arctangentes, il y a Yasumasa Kanada qui a calculé plus de 1000 milliards de décimales de pi. Et c'était avec une formule similaire à celle de John Mackin. Bon, alors évidemment, calculer autant de décimales, c'est ridicule. Hein. À part frimer avec le dernier superordinateur en vogue, ça n'a aucune utilité. C'est essentiellement là pour créer du sensationnel, mais la vérité, c'est que la plupart des mathématiciens sérieux, aujourd'hui, se foutent du développement décimal de pi passer les 1000 décimales. Il y a tellement d'autres problématiques contemporaines plus intéressantes, et avec 18 décimales, j'insiste, vous avez une précision suffisante pour 99% des calculs. Alors, à moins que vous vouliez pousser les limites du calcul du volume d'une hypersphère avec une précision cinglante, ça n'a aucune utilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est jamais des mathématiciens de renom qui vous disent « Tiens, bah, j'ai calculé 2 trillions de décimales de pi, tu vois. » Non, c'est toujours un ingénieur Google qui a pas grand chose à faire de son temps libre, ou un mec au fin fond du Sichuan qui décide de calculer ça entre 2 bitcoins. Bref, il y a un point, quand même, qui demeure obscur dans la formule de John Mackin. Tout à l'heure, je vous ai parachuté comme ça le 1/5 dans l'arctangente. Il sort de nulle part, et personne ne m'a rien dit. En même temps, c'est pas comme si je pouvais vous écouter, je vais pas vous répondre, hein, je suis en slip en train de tourner dans ma chambre miteuse, enfin, il va rien se passer. Hein. Le truc captivant, c'est de savoir d'où vient l'éclair de génie. Comment il a fait pour avoir une idée aussi lumineuse, en fait. Au début, j'ai pensé que c'était par sérendipité. En triturant des arctangentes, il est possible qu'il ait trouvé ça un peu miraculeusement. Sauf que Leonhard Euler, à son tour, il a trouvé des formules qui ressemblaient à ça. Et puis Carl Friedrich Gauss aussi, etc. Donc ça pouvait pas être le fruit du hasard. Il y avait trop de mathématiciens par la suite qui ont trouvé des trucs similaires. Du coup, j'ai pensé qu'il avait fait des dessins un peu à la façon dont je vous ai présenté la formule de découpe d'angle tout à l'heure sous le point de vue géométrique. Sauf que bah, j'ai essayé. Si vous placez votre origine du repère ici, il vous faudra 625 carreaux à raison d'1 centimètre par carreau pour réussir à faire un dessin cohérent. C'est-à-dire que le dessin, je le commence ici, je le finis dans la cuisine. Donc, il y a un truc qui m'échappait, et je ne savais pas quoi. Et après 2 jours, pendant que je faisais du vélo, j'ai compris que je prenais pas la formule du bon point de vue. Il y a une technique qui apparemment vient d'Euler, mais je pense que ça peut venir de quelqu'un d'autre, qui est magique, qui vous permet de construire autant de formules que vous voulez, avec une équation diophantienne toute bête. Et encore plus fort, vous pouvez lier ces arctangentes toutes moches et pi avec, tenez-vous bien, Fibonacci. Tout à l'heure, si vous avez fait attention, j'ai pris 1, 1 demi, 1 tiers et 1 cinquième. Mais j'ai sauté un quart. Et vous savez que 1, 2, 3 et 5, c'est les premiers termes de la suite de Fibonacci. On peut se dire que c'est qu'une coïncidence, mais si j'avais découpé encore une fois l'arctangente de 1 tiers de tout à l'heure, il est très probable que je me sois retrouvé avec une arctangente de 1 huitième. Et 8 étant effectivement le terme suivant de la suite de Fibonacci. C'est un truc de malade mental. Tout est lié. Et si vous êtes hypé par ça, justement, c'est la fin de la vidéo. J'ai décidé, pour pas que la vidéo soit trop longue, qu'elle soit scindée en 2. Dans la deuxième partie, on verra pourquoi Fibonacci se cache ici, parce qu'il y a des raisons véritablement profondes, et on verra surtout comment construire votre propre formule de Mackin. Vous verrez que c'est pas terriblement compliqué, mais Seigneur, le barreau que vous allez avoir après tout ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes géniaux, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.